Oh shit, here we go again. Vous êtes-vous déjà demandé où en serons-nous dans 100 ans? Notre avenir est, par essence, incertain et punit ceux qui pensent le contraire. Sur le plan économique, climatique, démographique, diplomatique, où nous dirigeons-nous? La littérature s'est toujours plu à imaginer à quoi notre futur pourrait ressembler au travers d'utopies, de dystopies ou de projections prétendument objectives. Le transport intergalactique dans Dune, le bonheur chimique dans le meilleur des mondes, le progrès technique dans la culture est mis au service d'idéaux politiques bien ancrés dans le monde réel et présent. La technologie évolue quand les hommes paraissent stagner. Pire encore, quand certaines tentatives aboutissent à des échecs, l'humanité recule. Elle recule par sécurité dans le meilleur des cas, mais sinon par contrainte. Plus fort on jettera une balle contre un mur, plus loin elle rebondira en arrière. La science, dans le roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié en 1966, a voulu réparer les défauts avec lesquels naissent les hommes. Au travers des carnets de Charlie Gordon, un homme né avec une déficience intellectuelle, nous suivons l'évolution d'un programme chirurgical d'éducation créé par le docteur Strauss et le professeur Neumur, visant à corriger le déficit intellectuel des personnes arriérées. Avant lui, le programme n'avait été testé que sur une souris du nom d'Algernon, qui a montré très vite des résultats positifs. Après son opération, nous voyons assez vite les progrès de Charlie. Nous le voyons à son orthographe en premier, puis à ses réflexions et à sa compréhension nouvelle de son environnement. Charlie travaillait dans une boulangerie la semaine et suivait des cours pour personnes arriérées le reste du temps. Monsieur Donner, propriétaire de la boulangerie, a promis à l'oncle de Charlie qu'il protégerait son neveu et qu'il lui garderait toujours une place pour qu'il puisse travailler chez lui. Charlie est victime de moqueries par ses collègues. Moqueries qu'il perçoit comme des blagues, il se sent aimé et intégré à l'équipe. Au fur et à mesure du récit, il se rendra compte qu'il n'a toujours été qu'un souffre-douleur pour les autres et qu'il a été trop souvent humilié pour le simple amusement de ses collègues. Il devient vite trop avancé pour les cours de la psychologue Alice Kinyan, classe qu'elle donne spécialement aux arriérés. Il développe donc une relation particulière avec elle. Il découvre l'attachement, l'attirance et le désir. Malheureusement pour lui, il aura progressé trop vite. En tout cas, beaucoup plus vite que la guérison émotionnelle des humiliations intériorisées qu'il subit depuis sa naissance. Il a peur de son passé, de sa mère Rose, qui dès lors qu'elle aura compris que son fils n'est pas normal, ne souhaitera plus l'aimer. Il a peur de sa sœur Norma, qui elle-même avait peur de lui alors que Charlie l'admirait pour son intelligence, lui qui se savait bête tant sa mère le lui répétait. C'est donc en cohabitation avec cette âme blessée que son cerveau va croître à une vitesse inhumaine, le laissant cependant incapable de développer une relation quelconque. En fait, ses capacités vont croître à un point où il devra participer lui-même aux études du docteur Strauss pour la recherche. Enhardis par leur succès, les scientifiques souhaitent présenter les résultats de Charlie et d'Algernon dans un congrès réunissant la crème du monde scientifique. Là d'être pris pour une bête de foire, Charlie prendra la fuite au milieu du congrès, emmenant avec lui Algernon et ira vivre de ses économies à New York, souhaitant tirer un trait sur son passé d'homme arriéré. Cette liberté nouvelle sera la cause de ses pires souffrances. À 2 reprises, il verra son père Matt, le seul à l'avoir défendu dans son enfance. La première fois, il tombera par hasard dans son salon. Il est cependant incapable de lui parler, de lui dire « Regarde-moi papa, c'est Charlie, ton fils. Je suis devenu intelligent comme le voulait maman. » Il n'en a pas le courage. Il fait le choix rationnel de souffrir de son propre silence plutôt que de souffrir du rejet de son père. Il y retournera plus tard, préparé, mais le résultat restera le même, il sera tétanisé par la peur. Dans sa quête de reconnaissance, il retourne dans son ancienne maison où habitent toujours sa mère et sa sœur, prêt à rendre sa mère fière de lui grâce à son intelligence nouvelle. Sa sœur Norma le reconnaît immédiatement, tandis que sa mère, sénile, ne le reconnaît pas et ne saura donc jamais ce que son fils est devenu. La croisée de leur chemin est intéressante. Charlie, né arriéré, souhaitant l'amour et la reconnaissance de sa mère, et cette dernière qui voulait un fils brillant, ses capacités ont régressé quand celles de son fils ont augmenté, et de ce fait, ils n'auront jamais été simultanément en état de se comprendre l'un l'autre. Suite à ces échecs, l'intelligence d'Algernon commencera à décliner jusqu'à sa mort, laissant Charlie envisager son avenir à lui. Il mettra tous ses efforts dans la recherche. D'abord frustré par sa régression, il finira par ne plus s'en rendre compte tant son intelligence deviendra incapable d'imaginer celle qui l'habitait auparavant. Charlie recommencera à faire des fautes d'orthographe dans ses comptes rendus, revenant au point de départ, après avoir vécu toutes les souffrances que sa conscience passée ne lui aura pas épargnées. Après ça, Charlie s'en ira terminer sa vie dans l'asile Warren, avec comme ultime demande à ses lecteurs d'apposer, si nous y pensons, des fleurs sur la tombe d'Algernon.
N'arrivant pas à se sauver eux-mêmes, les hommes peuvent toujours essayer de réparer les autres espèces. Dans Cœur de chien de Mikhail Bulgakov, écrit en 1925, censuré en URSS pendant de très longues années, nous suivons le docteur Preobrajenski à Moscou dans les années 20. Le docteur cherche à prouver sa maîtrise de la science médicale en étant le premier homme à remodeler le vivant, mettant des organes d'homme dans un chien. Vanity. Definitely my favorite sin. De cette arrogance naît progressivement Charikov, un chien métamorphosé en homme. Son développement est cauchemardesque. De la pureté canine, il passe à l'immondice humaine. Il apprend ce qui se fait autour de lui et calque les comportements humains. Il se retourne contre son créateur en s'alliant aux bolcheviks qui cherchent à le déloger de son grand appartement. Ce n'est pas de l'ingratitude ordinaire, c'est du ressentiment. L'aide devient pour lui une offense parce qu'elle prouve qu'il en a besoin, alors il mord pour effacer la dette. La morale de l'esclave, selon Nietzsche, est une conséquence du ressentiment que l'on peut avoir face à une supériorité quelconque et cause un renversement de la pyramide des valeurs. Charikov, incapable de se plier aux bonnes manières humaines, perçoit cela comme une humiliation et catégorise donc ses valeurs comme mauvaises. De plus, il souhaite s'affranchir de son maître et pour cela va se faire enregistrer à l'administration soviétique. En tant que citoyen, il refuse à présent de devoir quoi que ce soit à son créateur, anticommuniste qui plus est, et se met à exiger. Le docteur fait rentrer dans son foyer l'idéologie qu'il combat par le biais d'un chien qu'il a essayé d'humaniser et qui vient détruire depuis l'intérieur ce qu'il a construit jusque-là. Charik était le plus pur des êtres quand Charikov est le plus vil des hommes. Le contre-coup du progrès, pour le docteur, c'est une punition parfaitement proportionnée à sa vanité de départ. Il a voulu jouer au créateur, dans le confort de son chez-soi, où le génie décide et les conséquences obéissent. Or, Charikov fait éclater cette illusion. D'abord, il ruine le quotidien. La maison du professeur, symbole de maîtrise et d'ordre, devient un champ de bataille, envahi par sa vulgarité. Ensuite, il ruine l'autorité. Il retourne contre son créateur la plus moderne des armes, la bureaucratie soviétique et la délation. Là où le professeur pensait dominer la nature, il découvre qu'il a surtout fabriqué un être qui sait l'affronter. Sa faute n'est pas d'avoir été curieux, c'est d'avoir cru qu'il pouvait faire un homme sans se salir avec ce qui fait un homme. L'éducation, le temps, la responsabilité. Contraint à reconnaître son échec et sa culpabilité, le docteur fera marche arrière, opérant à nouveau Charikov pour le ramener à son état initial. Ainsi, le docteur se rend coupable d'un meurtre civil, supprimant le camarade Charikov, et se retrouve humilié par son échec. Si son innovation n'a pas réussi à s'intégrer dans la société qui l'accueille, est-ce un progrès ? Le roman suggère ainsi qu'avancer sans maturité peut forcer l'humanité à choisir entre deux horreurs, cohabiter avec sa vile création, ou la supprimer malgré qu'on lui ait inculqué la conscience de la vie. Fatigué de stagner sur Terre, l'homme se met à ressentir le besoin d'explorer l'espace. Dans notre réalité, cela pourrait être par vanité encore une fois, comme en témoigne la course à l'espace durant la guerre froide. Ou cela pourrait être un devoir de sauvegarde de l'espèce, comme dans le film Interstellar de Christopher Nolan. Dans le roman La planète des singes, écrit par Pierre Boulle en 1963, qui soit dit en passant n'a strictement rien à voir avec le film, nous suivons Ulysse Mérou, un jeune journaliste français qui embarque aux côtés du professeur Antel, un chercheur en astronomie, et du physicien Arthur Levin. Il découvre dans la galaxie de Bételgeuse, à environ 640 années-lumière de la Terre, la planète Soror, qui ressemble étrangement à notre planète. Ils se posent alors pour explorer et font la troublante découverte de la hiérarchie naturelle de cette planète. L'espèce à l'apparence humaine et primitive se comporte de façon bestiale et les singes, eux, constituent l'espèce civilisée de Soror. Les singes ont évolué comme nous. Ils ont développé leur langage, leurs normes sociétales, leur politique, leur transport et leur médecine. Leur hiérarchie sociale, autrement dit classe sociale, est pour le coup racialiste ou spéciste, comme vous l'entendez, car définie par l'espèce du singe. Les gorilles représentant l'ordre sont socialement inférieurs aux chimpanzés, qui constituent la communauté scientifique, et tout en haut de la pyramide, les orang-outans constituent eux la caste politique de Soror. Dès leur arrivée, nos trois terriens sont pris sous le feu des gorilles sortis chasser les humains. Arthur Levin meurt. Ulysse et le professeur sont capturés et séparés. Lors de sa captivité, Ulysse prouve que contrairement aux autres de l'espèce humaine de Soror, il est doté d'une conscience similaire à celle des singes. La société de Soror sera longtemps réfractaire à cette découverte. Après avoir conquis l'espace depuis la Terre, Ulysse se retrouve tout en bas de l'échelle, contraint à faire face à la réticence scientifique des singes. Comme les hommes sur Terre, les singes se croient la seule locomotive et refusent de consentir à partager leur supériorité. Les orang-outans, qui dirigent Soror, refusent ce changement car il est beaucoup trop bouleversant pour la stabilité de leur système. La science est instrumentalisée,
La recherche doit servir de biais de confirmation, pas de déstabilisation. Face à cette animosité, et aidé par un couple de chimpanzés, Ulysse réussira à prendre la fuite et retourner sur Terre pour s'échapper du piège dans lequel la course à l'innovation les a poussés. Et après un trajet de 2 ans, parcourant 640 années-lumière de distance, je vous laisse donc découvrir par qui Ulysse se fait accueillir sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Alors bien entendu, on pourrait faire la même vidéo en prenant des exemples réussis, la conclusion serait diamétralement opposée. Mais je pense que malgré tout, il reste pertinent de se questionner sur où est-ce qu'on va, sans non plus basculer dans l'extrême de l'inaction. Et quoi de mieux qu'un bon vieux roman bien écrit et bien pensé pour nous pousser à la réflexion. Des fleurs pour Algernon, Cœur de chien, La planète des singes, mais aussi Frankenstein, Blade Runner, Fahrenheit 451, Le dernier homme, Métro 2033. Il existe énormément de romans qui nous mettent en garde sur la façon dont nous pourrions sombrer si nous ne restons pas alertes. Et vous, où situez-vous le curseur ? Êtes-vous plutôt confiant ou inquiet ? Malgré leur qualité littéraire, ces romans ne prédisent pas l'avenir, ils n'en sont pas capables. Cependant, ils nous obligent à en discuter, parce qu'un progrès sans discussion, ce n'est jamais qu'une décision prise à votre place.